évidemment, c'est de se faire la malle, hein, de se faire, de partir. Mais en attendant, les prisons, il en faut, sauf que vous verrez, il y a quelques personnes qui disent non, pas dire, on n'a pas besoin de ça. Mais pour revenir au fond de la chose, au fond de l'affaire, c'est que on a vu droit des prisonniers français sur la porte tagué 4 lettres DDPF, tagué sur la porte du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède. La prison qui accueille 790 détenus a été visée dans la nuit de lundi à mardi par plusieurs personnes qui ont tiré à l'arme lourde sur l'entrée empruntée par les fourgons pénitentiaires. À Villepinte, en Seine-Saint-Denis, des individus sont entrés sur le domaine pénitentiaire vers 22h30 et ont incendié 3 véhicules appartenant à des agents. À Valence, dans la Drôme, une personne cagoulée est arrivée en trottinette et a mis le feu à 2 voitures sur le parking de l'établissement vers 21h30. Elles appartenaient à 2 jeunes surveillants. Les établissements de Nanterre, d'Aix-Luynes, en Bouches-du-Rhône ont été aussi touchés par des incendies de véhicules. À Marseille, l'inspection DDPF, droit des prisonniers, a été taguée sur une dizaine de voitures de l'administration pénitentiaire. La nuit précédente, 7 voitures ont brûlé sur le parking de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen. Et le parking de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, un véhicule a été incendié, un autre a été aspergé d'essence. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait pas, encore une fois, je l'ai dit, si c'est coordonné ou pas, mais toujours est-il que la tension sur les prisons est montée, et la tension dans les prisons est montée. Et je finirai par ceci. Le groupe Défense des droits des prisonniers français, vous savez, ce DDPF, où on a vu les tags un peu partout, il a dit ceci sur son canal Telegram hier. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons, écrit-il. Et ils ajoutent, surveillants, démissionnez tant que vous le pouvez, si vous tenez à vos familles et à vos proches. Si c'est pas une menace, c'est quoi? Bonjour Nicolas. Bonjour André Darkov, merci pour votre invitation. Bonjour Nicolas, merci à vous d'être là. Vous êtes agent de l'administration pénitentiaire, vous êtes surveillant pénitentiaire. Et ce qui s'est passé là, est-ce que ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas? Non, bon, il n'y a rien d'étonnant dans ce qui se passe aujourd'hui. C'était prévisible depuis bien longtemps. Hein. Ça fait des années que les prisons sont sous tension et que voilà. Donc c'était vraiment prévisible. Moi, je savais que l'escalade de la violence allait se faire. Hein. Et comment alors, justement, vous le savez, ça fait plusieurs années, vous êtes donc surveillant pénitentiaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que justement il y a cette tension? C'est vrai que ça ne date pas d'hier, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé, mais vous connaissez ça de l'intérieur, et merci de témoigner, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce stade où on tire au mortier, on tire à l'arme lourde, on incendie des véhicules sur le parking ailleurs, et on arrive à en dire, surveillant, attention à vos familles, si vous ne démissionnez pas, vous savez ce qui va vous arriver. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est mettre sous pression un peu le surveillant au vu de sa tâche du quotidien, qui lutte contre vous savez, les téléphones portables, les stupéfiants en détention, etc. Donc on nous prend pour cible aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, c'était des risques vraiment à l'intérieur des prisons avec d'éventuelles de régulières agressions sur du personnel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça se déplace vers l'extérieur et ça nous met en danger. Et voilà, bon. Ouais. C'était prévisible, étant donné que, vous savez, les prisons, c'est comment dire, en tout cas les surveillants sont les oubliés un petit peu de la fonction publique, étant donné qu'on est caché derrière des murs et que personne nous voit. Donc tant qu'on n'entend pas parler de l'administration pénitentiaire, tout va bien, mais voilà, après quand ça saute aux yeux, on est obligé d'en parler. Donc mais tout ça était prévisible, donc il n'y a rien d'étonnant dans mais Nicolas, je voudrais qu'on parle du quotidien. Quand vous dites, est-ce que par exemple, vous ou des gens que vous connaissez ont été agressés dans votre quotidien, dans votre métier de surveillant? Bon, oui, effectivement. Vous savez, moi, je prends connaissance presque quotidiennement des tracts de différents syndicats, et tous les jours, il y a un surveillant qui se fait agresser en France au sein des établissements pénitentiaires. Ouais. Donc alors que ce soit des agressions verbales ou physiques, voilà. Donc c'est quotidien, c'est le quotidien du surveillant, malheureusement.
Est-ce que je peux vous demander combien touche un surveillant par mois? Quel est votre salaire? Parce que c'est important. Combien vous touchez? J'ai rien à cacher. Pour vous dire tout, un surveillant qui commence en début de carrière touche 2000 €, mais alors attention, c'est 2000 € brut. Donc en fait, si on retire un tas de primes, et du coup, on est juste au-dessus du SMIC. Donc voilà, tout est basé sur des primes, et puis même avec les primes, vous savez, les surveillants aujourd'hui font un salaire conséquent grâce aux heures supplémentaires qu'ils sont obligés de faire à la suite d'un grand manque d'effectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en repos, on est rappelé sur nos repos pour venir travailler, etc. Donc en fait, on accumule des heures supplémentaires qui font que on a un salaire plus ou moins conséquent qui avoisine peut-être 2500 à 3000 € par mois. Oui, c'est ça. Avec les heures supplémentaires. C'est ça. Sans heures supplémentaires, le surveillant, il est à 2000 € brut par mois. Brut. Voilà, donc oui, brut, parce que bon, quand 2000 €, voilà, bien sûr. Voilà, donc on est un petit peu au-dessus du SMIC, quoi. Et alors justement, je voudrais savoir, quand vous parlez des téléphones, vous parlez on a beaucoup raconté. En fait, est-ce que c'est vrai? On l'a eu, il y a eu récemment un numéro spécial d'un magazine sur la tôle, sur les prisons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le téléphone est pratiquement répandu partout, je dirais presque, je dis pas qu'il n'y a pas un prisonnier sans téléphone, mais que c'est accessible à pratiquement toute la population prisonnière? Bien sûr. Moi, j'ai fait plusieurs établissements. Je peux vous le confirmer que 99% des détenus ont accès à un téléphone portable en prison. Voilà. Donc c'est compliqué, mais bon, Ouais. Oui, et justement, Nicolas, de ce point de vue-là, est-ce que franchement, on se sent en danger, je veux dire, en pratiquant votre métier, en faisant votre métier, qui est essentiel, il faut le rappeler, est-ce qu'on se sent en danger? Est-ce qu'il y a une tension permanente? Et est-ce que vous sentez vous-même protégé? Est-ce que vous sentez que soit votre administration, soit que les autorités extérieures vous protègent, ou vous vous sentez un peu, je ne dirais pas abandonné, mais enfin un peu en terrain... je tire en terrain ouvert à tout? Bien sûr qu'on se sent en danger au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surveillants aujourd'hui qui vont à la boule au ventre au travail. Moi, je vous le dis, qui ont peur de se faire agresser, qui ont peur qui se posent la question de se dire est-ce que je vais rentrer en vie à la maison ce soir? Parce que les détenus au sein des établissements confectionnent aussi, vous savez, des armes artisanales avec des bouts de verre, avec des bouts de fourchette, etc. Donc, dès qu'on ouvre une cellule, on peut se prendre un pic, comme on appelle ça, un pic en termes pénitentiaires. Et après aussi, ils font chauffer de l'huile. Dès qu'on ouvre une cellule, on peut se prendre de l'huile bouillante. Récemment, il y a des surveillants qui se sont pris de l'eau bouillante en plein visage. Donc c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'on ouvre une cellule, on est angoissé. Ah oui, c'est à ce point. Et quand vous dites qu'il y a donc à la fois un manque d'effectifs et à la fois, si j'ai bien compris, parce qu'on en a parlé ici à l'émission et à Sud Radio, et un peu. Et est-ce que le ravitaillement par drone continue de se faire? Est-ce qu'il y a un ravitaillement très fort? Est-ce que dans certaines prisons que vous avez fréquentées, effectivement, les détenus reçoivent, et je ne dis pas je ne dis pas qu'ils doivent être à l'état sauvage, mais est-ce que franchement il y a une espèce de circulation permanente entre l'extérieur et l'intérieur? Bon, bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Uber Sheet. Tout se passe par les réseaux, donc on fait une commande via les réseaux sociaux, style Telegram, etc., pour dire qu'on veut être livré de shit ou de drogue, etc. Et puis après, on nous livre par drone, c'est récurrent. Alors là, il y a une mise en place de brouilleurs pour drone, mais qui est pas évidente à faire parce que certains établissements sont en plein centre-ville, comme les brouilleurs de téléphone aussi, c'est compliqué. Ouais. Donc mais c'est récurrent. Après les drones, bon, c'est récurrent, mais l'entrée de produits illégaux au sein des établissements se font plus via le personnel extérieur, donc via les parloirs, via les visites, les avocats, et puis malheureusement aussi à cause de la corruption. Oui, c'est ça. On le sait, il faut le dire. Il y a un certain nombre du personnel. On lui donne un bon petit bac chiche et tout va bien, quoi. Enfin, oui, tout va bon, bien. après, tout simplement.
un bas de chiche aussi, mais aussi par faiblesse, parce que tous les surveillants ne mesurent pas 2 mètres et puis ont un caractère assez fort, et puis il y en a certains qui arrivent à tomber dans le piège parce qu'ils ont un caractère voilà, qu'on pas un caractère bien trempé pour dire non, et puis qui se laissent aller par peur, par crainte et aussi par menace, parce que des fois on les menace en leur disant écoute, depuis mon cellule j'ai vu que tu avais telle voiture, etc. La dernière fois il y a un détenu qui t'a vu en ville, dans le métro, on connaît ta femme et tes enfants, donc à partir de demain, maintenant tu vas me ramener des téléphones, sinon je vais aller chez toi puis je vais buter tout le monde. Et par crainte, certains surveillants ont tellement peur qu'ils ne font pas des cris et ne le signale pas forcément à la direction et puis rentre dans ce business. Oui, c'est ça, et ça devient ce qu'on voit. Et dernière question, Nicolas, à votre avis, si en continuant comme ça, est-ce que ce qu'on a vu hier et avant-hier, ce qu'on a vu déjà, d'ailleurs, c'est pas nouveau, à votre avis, ça peut augmenter? C'est-à-dire, on a vu sur un certain nombre d'émissions de télévision, etc. On regarde ça de l'extérieur, où on dit voilà des surveillants qui sont rackettés. Je vais vous faire juste avant la pause, je vais vous faire écouter un extrait d'une émission de France 2, je crois que c'était un reportage, de BFM, excusez-moi, c'était sur BFM, écoutez, et je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Un collègue qui a eu des tirs de Kalachnikov devant chez lui sur sa voiture. On a eu un encadrant ils ont percuté sa voiture à quelques centaines de mètres de la prison pour tenter de le mettre dans un coffre et l'amener dans la cité. On a eu une collègue qui a été mise sous protection policière pendant une quinzaine de jours, puisqu'elle a été suivie suite à des problèmes au niveau de la détention. Voilà, c'était été diffusé le 29 novembre 2024 sur BFM TV. Nicolas, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît ressortir presque du quotidien ? Non, mais le collègue a totalement raison. C'est le quotidien du métier de surveillant. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Il y a un chef que j'ai côtoyé qui a fini dans le coffre d'une voiture. Il y a une collègue qui a été attachée à une voiture qui avait été traînée en région parisienne. Non, c'est vraiment le quotidien de ce que vit le surveillant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pallier cette situation, pour amener un peu plus de sécurité, justement, pour ceux qui sont chargés de maintenir la sécurité et de maintenir un certain ordre en prison? Bon, je pense que dans la première chose à faire, c'est que là, on parle souvent, des tags DDPF, etc., des droits des personnes détenues françaises, etc. Moi, j'ai un mot à dire qui serait bien, ce serait que on puisse dire enfin le droit du surveillant, quoi. C'est-à-dire le droit d'être protégé, le droit d'être écouté, le droit aussi d'être soutenu, parce qu'on n'a pas toujours soutenu en cas d'agression, etc. Donc, c'est ça. Après, les mesures concrètes à prendre, c'est surtout au sein de la détention, ramener l'ordre et puis vraiment donner les moyens aux surveillants. Vous savez, un surveillant aujourd'hui sur une coursive, il a qu'un sifflet sur lui pour se défendre. Un sifflet qui fait office en gros d'alarme au cas où son ICOM, c'est-à-dire que son alarme portative qu'il a à la ceinture ne fonctionne pas. Il a un sifflet pour sonner l'alarme. Voilà la seule arme qu'a le surveillant aujourd'hui sur une coursive. On n'a même pas une paire de menottes pour éventuellement maîtriser un détenu récalcitrant. Oui, ça c'est fou. Vous êtes interdit d'avoir même la plus petite arme, la plus petite taser, etc. Comme je vous dis, même une paire de menottes, qui n'est pas une arme, qui sert à maîtriser quelqu'un, le détenu, le surveillant d'étage, parce que il y a que des chefs qui sont dotés de menottes, mais le surveillant d'étage n'a pas de menottes. Donc au bout d'un moment, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que c'est... Oui, c'est hallucinant. Merci Nicolas de votre témoignage, vraiment. Merci à vous, André. Il faut absolument que quand même les autorités, ceux qui s'occupent de tout cela, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou de la Justice, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'on attend. Merci Nicolas et à bientôt.